Mesdames et messieurs, bonsoir et merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Djibouti réaffirme son engagement en matière de droits des personnes handicapées. Dans l'actualité internationale, Joe Biden promet de faire payer Daesh. C'est tout pour les titres. Merci encore de nous rejoindre sur cette édition de 22 heures. Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, gardien des Sceaux, son Excellence, M. Ali Hassan Bahdan, a présidé aujourd'hui en début d'après-midi le dialogue entre la République de Djibouti et le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies en vidéoconférence tenue à l'hôtel Kempinski. Cette audition qui va durer 4 jours va porter sur la mise en œuvre de la Convention internationale des droits des hommes, des droits des personnes handicapées, ratifiée le 3 janvier 2010, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. En effet, cette convention a pour mission de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité. Dans le cadre de la procédure de contrôle de la mise en œuvre de la Convention, la France a rendu son rapport initial en mai 2016 et a répondu à un questionnaire complémentaire en septembre 2020. Cette audition est l'étape ultime de ce premier rapport périodique pour répondre aux questions du comité. La délégation conduite par le ministre de la Justice, son Excellence M. Ali Hassan Bahdan, est composée de 24 membres issus notamment de l'administration avec une large représentation de hauts fonctionnaires. Quant au ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires a indiqué dans son intervention que la République de Djibouti s'est engagée à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination. Écoutons. J'ai l'honneur et le privilège de diriger la délégation de la République de Djibouti chargée de présenter le rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée le 3 janvier 2010. Le rapport national a été préparé suivant une approche participative consultative. Le processus a associé les institutions nationales et organisations de la société civile. Madame la Présidente, la ratification de la Convention, y compris le protocole facultatif, sans la moindre réserve et la soumission du rapport initial témoignent de notre volonté d'être liés par des normes essentielles à la réalisation de l'objet de la Convention. Par ma voix, la République de Djibouti tient à réaffirmer sa détermination à œuvrer à la poursuite de ses objectifs. Conscient de ce que la protection des droits de l'homme repose pour l'essentiel sur des mécanismes en place au niveau national, nous sommes heureux de participer à l'exercice d'évaluation qui est aussi et surtout l'occasion d'échanges dont nous entendons tirer le meilleur profit des recommandations auxquelles nous apporterons la plus grande attention. Madame la Présidente, la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées est venue renforcer le cadre juridique et institutionnel de la promotion de la protection des droits de l'homme. Le progrès accompli se mesure à la lumière de la législation et des mesures spécifiques prises que je me propose de rappeler succinctement. Au nombre de ces actions spécifiques, je voudrais rappeler celles que le gouvernement a prises pour l'accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la riposte nationale à la pandémie de la Covid-19. Des mesures fortes pour adopter des programmes d'information et des réponses à la Covid-19 à travers des campagnes de sensibilisation en langue des signes sur le service public de l'audiovisuel et la distribution de coupons alimentaires afin d'atténuer les conséquences de la pandémie sur les personnes vulnérables, notamment les personnes handicapées. Madame la Présidente, l'arsenal juridique et le cadre institutionnel adopté par mon pays pour promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées est basé sur la Constitution de ce pays, qui a jeté les bases d'un système démocratique, unitaire et indivisible, préservant les droits fondamentaux de tous ses citoyens. L'article 1er de la Constitution confirme l'engagement du pays à combattre toute discrimination à l'égard de quiconque en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de l'origine sociale, de la langue ou de la race. Cette protection constitutionnelle s'étend à la liberté d'expression, à la liberté d'association, de réunion, la liberté de religion, de conscience, le droit à une justice et un procès équitable, au droit de ne pas être soumis à un traitement dégradant, humiliant. Le Code pénal prévoit également que toutes les atteintes sont plus sévèrement punies lorsque les personnes handicapées en sont les victimes. Un important dispositif vient d'être adopté pour donner plein effet à ces protections constitutionnelles à travers l'adoption de la loi du 6 février 2017. Elle a pour objet de garantir et de renforcer les droits et libertés fondamentaux des personnes à besoins spéciaux en donnant une définition juridique
à cette catégorie de personnes. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Seïd Nour, a reçu hier dans son cabinet les élus locaux, les cadres, les agents du terrain, dont les chefs de quartier, les notables, les imams, mais aussi les personnes influentes des quartiers populaires. Outre le ministre de l'Intérieur, cette rencontre a vu la présence du préfet de Djibouti-Ville, M. Ousmane Bileh, le sous-préfet du 3e arrondissement, Mme Fatouma Ibrahim. Et cette rencontre avait pour objectif principal de réfléchir sur les voies et moyens nécessaires à mobiliser dans le cadre de la protection de la voirie urbaine et du domaine de l'État. L'accent a été mis sur les pratiques des habitants des quartiers populaires portant nuisance aux ouvrages, espaces et voies publiques et occasionnant la dégradation de l'environnement, tels que dépôt sauvage des ordures ménagères, déversement des eaux usées sur les voies publiques, dépôt des matériaux de construction et des gravats, commerce ambulant, réparation et entretien des véhicules, abandon des véhicules réduits à l'état d'épave et les extensions illégales. Les questions de la sécurité publique, de la cohésion sociale et de lutte contre la prolifération des drogues ont été également mises en avant. En outre, cette tournée est terminée hier, pour ce qui concerne la préfecture de la ville de Djibouti. Toujours dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022, après les principaux responsables de son département hier mercredi, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a réuni jeudi 26 août les chefs d'établissements scolaires de la capitale, réunis en 2 temps dans la grande salle de réunion du ministère. Ce fut l'occasion pour le ministre de fixer les orientations pour cette nouvelle année scolaire, une année scolaire placée sur le signe de la protection contre la pandémie du Covid-19 qui sévit malheureusement encore dans notre pays. L'accès à l'école restant toujours la priorité du ministère, il a été par ailleurs rappelé que les chefs d'établissement, et notamment dans les régions et dans la banlieue de Balbala, devront continuer à sensibiliser les parents à envoyer impérativement leurs enfants, y compris ceux à besoins spéciaux, à l'école, car dans notre pays, l'enseignement est obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. La question de la sécurité aux alentours des établissements scolaires fut également au cœur des discussions entre le ministre et les responsables des établissements scolaires qui sont invités à la plus grande vigilance de certains quartiers de la capitale et de Balbala. Enfin, le ministre a évoqué avec les chefs d'établissement la mise en œuvre de cette année de la PNE avec 3 priorités ciblées: la déontologie, l'amélioration des conditions de travail des enseignants, la notation des enseignants titulaires pour que les avancements soient désormais conditionnés par le travail et le rendement de l'enseignement. Quant au ministre, le ministre a tenu à rappeler la nécessité de veiller à faire respecter les gestes barrières dans les établissements scolaires, œuvrer pour l'amélioration des infrastructures sanitaires au niveau des écoles, de l'enseignement de base, de moyen et du secondaire. Quelques années que nous travaillons pour transformer notre école djiboutienne, et cela en partie est effectif puisque les résultats des fins d'année sont là pour démontrer qu'il y a un réel travail sur le terrain. Vous êtes les acteurs essentiels justement de cette transformation et de cette réussite, la réussite bien sûr de nos élèves. Pour ce qui est des cadrages que je voudrais vous donner, je pense que les années se suivent mais les années ne se ressemblent pas. Donc cette année est une nouvelle année de la transformation de cette école, une année où vous allez encore, si vous avez fourni auparavant d'énormes efforts, vous allez également encore en faire plus. Et là, je suis convaincu que vous allez le faire. Oui, donc nous allons travailler sur comment améliorer les performances de nos élèves et de nos enseignants. Nous allons poursuivre la scolarisation, l'accès, parce que encore nous avons des secteurs non couverts. Donc rien que cette année, de nouvelles écoles vont voir le jour dans les localités les plus reculées, d'une dizaine d'écoles, nouvelles écoles, mais également nous allons ouvrir encore pour rendre l'école vraiment proche du citoyen. Nous allons également créer des classes de seconde à Adilou, à Sagalou,
pour que les enfants aient ces contraintes en moins de déplacement. Mais aussi, vu le résultat au baccalauréat de Mouloud, qui ont pris la série S avec 73% de taux de réussite pour la première promotion au baccalauréat. Donc ils auront bien sûr bientôt, d'ici le mois de janvier, un lycée flambant neuf. Moi, je voulais juste, avant de donner la parole à Mohamed Moussiabé et Mohamed Abdi, revenir sur la gestion des absences des enseignants. Quand un enseignant, quand il s'absente, quelque part, pour l'élève, c'est 2 heures de cours perdues et donc c'est des lacunes supplémentaires. Et lorsque maintenant on laisse cet enseignant récidiver et à être souvent absent, vous avez toutes les démarches administratives qu'il faut pour sanctionner cet enseignant. S'il y a des enseignants absentéistes, récidivistes, c'est de votre responsabilité. Écoutons à présent des réactions recueillies auprès des participants présents à cette réunion. Cette première réunion donc consiste à préparer d'une manière bien sûr effective la rentrée 2021-2022 et porte entre autres sur la sécurité, l'amélioration des conditions des enseignements apprentissages et aussi nous sommes dans la quête, comme vous le savez, nous sommes donc dans la quête de la qualité et en ce sens, il est prévu également d'évaluer les enseignants sur toute l'étendue du territoire cette année. Donc, la réunion a été donc, courtoise. On a pu échanger avec le ministre, avec courtoisie, avec chaleur, et nous sommes donc prêts pour maintenant, pour mieux donc préparer cette rentrée qui aura lieu le 5 pour la base et les moyens et le 6 septembre prochain pour le secondaire. Toujours dans l'actualité nationale, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Oulouf Ismaël Abdo, a reçu en visite de courtoisie M. Hu Bin, l'ambassadeur de Chine à Djibouti. Le diplomate a présenté ses félicitations à la ministre suite à sa nomination au département des Affaires sociales, tout en lui assurant son étroite collaboration en présentant brièvement les domaines de collaboration en République de Djibouti. Entouré de plusieurs proches collaborateurs, les discussions ont d'abord porté sur les programmes et actions mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités à Djibouti, mais également les voies et moyens d'élargir le partenariat dans d'autres projets visant à faire reculer, mais aussi mieux connaître la pauvreté. Au cours de cette entrevue, Madame la ministre a précisé que la Chine est un partenaire stratégique pour le pays avec qui nous partageons des partenariats dans le domaine social comme la lutte contre la pauvreté. Au nord, à présent, un atelier de formation sur la lutte anti-acridienne portant sur le thème bioécologie du criquet pèlerin remonté de la formation acridienne prospection, lutte suivi environnementale et sanitaire a été organisé par le FAO pour les régions du Nord, Tadjoura et Obok, du 22 au 26 août 2021. Cet atelier a regroupé les agents et les techniciens du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de l'élevage, de la pêche chargés des ressources halieutiques. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre de renforcement continu des capacités des prospecteurs et des techniciens sur les différentes thématiques de la lutte anti-acridienne et ont pour objectif d'apprendre à connaître et identifier le criquet pèlerin dans tous ses multiples aspects. Son habitat et son polymorphisme, et enfin son comportement ainsi que les mécanismes de formation des invasions et les bases de la stratégie de prévention actuellement en vigueur. Pour rappel, conformément à la stratégie de surveillance et de lutte préventive contre le criquet pèlerin adoptée par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec la FAO, depuis plusieurs mois, les activités de prospection sont réalisées dans les 5 régions de l'intérieur. Pour mener à bien cette tâche, les équipes de prospection sont munies de matériel scientifique, de communication, d'orientation et de campement où ils surveillent en permanence les aires grégariennes pour être prêts à intervenir en cas de houle, bande larvaire où ils s'apparaissent. Les sous-directeurs respectifs de Tadjoura et d'Obok ont indiqué que ces ateliers s'inscrivent sur la lutte anti-acridienne. Pour la sécurité alimentaire, la coopération entre le ministère de l'Agriculture et de la FAO reste un élément essentiel
est un atout majeur pour le développement rural. Soit que la formation acquise s'ajoute dans le cadre de renforcement des capacités des agents, permettant ainsi une lutte réussie, saine, sans danger. Face à cet insecte vorace s'attaquant à toutes les cultures et menaçant ainsi la sécurité alimentaire. En plus des équipements et matériels et techniques, connaisseurs pour le module théorique et pratique présenté dans le meilleur de façon possible. Comme vous le savez, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, le criquet pèlerin constitue une menace pour l'humanité en provoquant des famines par la destruction des cultures et récoltes de paysans. En effet, le criquet pèlerin est un insecte prédateur redoutable par le fait qu'il est capable de consommer son propre poids en végétaux et parcourir jusqu'à 200 km par jour. Les invasions sont favorisées par son grand potentiel de reproduction et sa capacité à multiplier rapidement ses effectifs et s'attaquer à une très large gamme de cultures et leur causer des dégâts sévères. Cet atelier animé par des formateurs nationaux de l'unité anti-acrédienne de la direction de l'agriculture et des forêts permettra, j'en suis convaincu, qu'un rafraîchissement de connaissances en méthode de prospection et de surveillance du criquet pèlerin, étant donné que Djibouti fait partie de l'ère de rémission régulière du criquet pèlerin. À travers cette formation, nous espérons que ces agents seront en mesure de contrôler à temps ces. À son tour, le préfet de Tadjoura n'a pas manqué de mentionner que ces opérations donneront des résultats très probants. Entre le ministère de l'Agriculture et la FAO, qui ont pour un objectif commun la lutte pour la sécurité alimentaire, aux formateurs de la direction de l'agriculture et des forêts, qui ont bien voulu partager leur expérience et expertise avec les participants pour leur exposer d'une très grande qualité et qui ont animé, selon les participants, ces 5 journées de manière magistrale. En effet, lutter contre le criquet pèlerin, l'insecte la plus vorace des espèces, nécessite des renforcements de capacités pour les agents de terrain directement impliqués en lutte anti-acridienne. Je me rappelle qu'en novembre 2019, des milliards de criquets pèlerins se sont propagés à travers l'Afrique de l'Est et ont ravagé les cultures agricoles et les pâturages, menaçant ainsi la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans des pays déjà vulnérables, comme la Somalie, l'Éthiopie et Djibouti. À Djibouti, les pertes agricoles ont été estimées à 6,5 millions de dollars américains. Les experts estiment qu'il s'agit de la plus grave invasion de criquets pèlerins observée depuis plus de 25 ans. Contrairement aux régions du sud, le nord n'a pas connu de dégâts. Toutefois, les équipements à la pointe de la technologie fournis avec le soutien de la FAO, la formation des agents et la lutte préventive rentrent dans les plans de riposte contre l'invasion du criquet pèlerin. Nos agents seront capables d'intervenir précocement à tout moment pour mener une lutte effective et réduire l'impact des dégâts sur les populations rurales déjà très fragilisées. Au nom des autorités locales et en tant que représentant de l'État et en mon nom personnel, je vous témoigne une fois de plus mon soutien et celui de la région de Tadjoura et vous encourage sur toutes les opérations à venir. Actualité internationale à présent, comme mentionné dans les titres, le président des États-Unis a promis de pourchasser et de faire payer les auteurs des attentats de Kaboul. Jeudi après-midi, 2 kamikazes et des hommes armés ont attaqué les abords de l'aéroport international afghan, transformant le désespoir en des scènes d'horreur. Quelques jours avant la fin des évacuations, le groupe État islamique a revendiqué les faits. À ceux qui ont perpétré cette attaque, ainsi qu'à tous ceux qui souhaitent du mal à l'Amérique, sachez ceci, nous ne pardonnerons pas, nous n'oublierons pas, nous vous pourchasserons et vous ferons payer. Nous ne serons pas dissuadés par les terroristes, nous ne les laisserons pas arrêter notre mission, nous continuerons l'évacuation, a-t-il conclu. Il resterait encore 1 millier d'Américains évacués d'Afghanistan. Joe Biden a qualifié les soldats américains tombés à Kaboul des héros. Il a aussi expliqué ce pas avoir des preuves de collusion entre les talibans et le groupe État islamique. Au moins 60 Afghans et 13 soldats américains ont été tués ce jeudi et plus de 150 personnes ont été blessées. C'est tout pour cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.